Et nous a rejoint par téléphone notre invité Simon Sawyer, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas parler du roi Toutankhamon, le roi Toutankhamon, parce que je pense que nos téléspectateurs sont assez cultivés pour connaître le personnage. Mais on veut revenir sur cette histoire, que ce tombeau, en fait, il a failli ne jamais être découvert, ou du moins durant cette période-là, par ces mêmes personnes-là, car après 6 années de recherche et de plans et de mise en terre, ils n'ont pas réussi à trouver le tombeau, ils ont failli abandonner, sauf que, étant donné que Carter avait une personnalité assez forte et qu'il était très décidé à trouver ce tombeau, il a demandé une année en plus, et finalement c'est cette année-là où ils ont enfin découvert ce tombeau, qui aura mis au final 7 ans pour être découvert. N'est-ce pas? Oui. Oui. Justement, racontez-nous. Oui, justement, racontez-nous. Alors, oui. Alors, l'histoire a démarré déjà depuis le 19e siècle et non pas le 20e, quand Howard Carter a bien travaillé avec les chercheurs et les archéologues allemands, anglais et américains. Parmi les personnages les plus importants avec lesquels il a travaillé, Mr. Flandry. Et il a travaillé avec lui pendant des années et des années. Et il a gagné une expérience fabuleuse. Il faisait la lecture des hiéroglyphes et les recherches archéologiques à une perfection dont il avait une réputation à l'échelle internationale. Et de là, qu'à un de ces jours, quand il a fini ses travaux pour Hatshepsut et avec Mr. Flandry et pour l'appareil de roi, avec le monsieur anglais Howard Carter, il a fait un grand contrat pour qu'il puisse y continuer ses recherches qui ont duré pendant 20 ans. Et ça a été bien financé, mais il a eu un souci vers la fin de ses travaux, c'est que le gouvernement égyptien, à l'intérieur de laquelle il y avait un Français, qui a changé la loi pour la récompense des gens qui font les fouilles archéologiques, au lieu de faire un partage qui va avec lequel financer de retour les gens qui ont placé l'argent pour les recherches, aussi bien agrandir les grandes collections des musées internationaux. Alors, la loi égyptienne, elle disait que quand on découvre une collection unique et complète, elle doit rester dans le pays, en Égypte. Et c'est grâce à cette loi qu'on a pu protéger ce grand trésor qui se vient composé de plein de figurines funéraires des serviteurs, les ouvriers, avec les cannes qui comptaient à 130, avec les vases et les récipients en calcite sculptés qui comptaient à 80, les arcs qui comptaient à 80, les flashs à 400, aussi bien les maquettes des bateaux, les jarres de vin, les petites chapelles en bois qui dépassaient les 22. N'oublions jamais qu'il a placé aussi bien les palettes de scribes, les 9 lits funéraires avec 150 objets et les bandelettes des momies, les bracelets qui étaient à l'avant-bras droit. Ça veut dire, n'en parlons pas, mais c'est énorme. Tout cela a été découvert. Et alors, en 1922, à cette belle découverte, les grands médias ont bien noté le sujet de malédiction des découvreurs et des pharaons. C'est bien sûr une histoire falsifiée par les médias, mais ça a donné un charme et une réputation inouïe pour la vie éternelle. Alors, M. Carter, quand il a fait cette découverte, on compte à ce moment à 5400 pièces en totalité qui ont été découvertes. Un travail vraiment, vraiment fabuleux, car il travaillait sur le sable entre les tombes de Ramsès et Hormaheb à la fourchette, d'une façon que tout se découvre. Eh bien, il faut savoir qu'à l'intérieur, on a découvert le beau sarcophage qui était avec le bois doré. On a découvert les cercueils à l'intérieur. Ces cercueils, il y en a qui ont été travaillés avec le bois de cèdre qui venait du Liban. Il y avait des plaques de feuilles d'or dessus. Il y en avait un qui était en or massif. Ça, c'est le troisième. On parle d'une épaisseur d'or 3 mm. Ça veut dire 110 kg d'or qui ont été découverts. Alors, ce sarcophage représentait le pharaon avec des habits de plumes. Et ça, c'est typique, un cercueil qui symbolise le bas. Ça veut dire l'oiseau qui incarne le défunt.
Il y avait aussi bien les attributs. Il y avait le souverain qui était protégé par les ailes de l'Isis et la déesse Isis. Il y avait la cuve, il y avait le couvercle, le monolithe, et qui était un système de tronc et mortaise. C'est comme ça qu'on assemblait les choses à l'époque. Il y avait un travail pour incruster une technique qui est le cloisonnage de l'or. Il y avait les incrustations de pâte de verre. Il y avait les pierres demi-précieuses, comme la cornalie rouge, le turquoise bleu clair, le lapis lazuli, qui est une très belle couleur bleu foncé. Il y avait les roches, comme par exemple obsidienne noire, comme le calcite blanche. Il faut savoir aussi bien qu'à l'intérieur du premier cercueil, il y avait la momie du jeune pharaon et qui a été répartie avec 143 bijoux d'or. Eh bien, il y en avait encore les bagues, les bracelets, les pendentifs, le pectoral royal. Eh bien, il y avait aussi la tête et les épaules qui ont été recouvertes par le fameux masque d'or. Et ici qu'on a une collection de bijoux, une collection qui montre le jeune pharaon qui est mort à l'âge de 19 ans, qui serait vraiment la plus grande découverte et la plus importante du XXe siècle. Et de là, de cette découverte, les expositions sont parties dans le monde entier. Oui. Monsieur Simon, également, si on parle de ce masque, on parle que récemment, on a découvert par des rayons X, des analyses qui ont été faites, que ce masque, on croyait qu'il était construit d'une seule masse d'or massif. Mais à présent, on a trouvé qu'il y avait des ligaments ou des conjonctures un tout petit peu sophistiquées. Alors, comment les pharaons ont pu arriver à ces technologies dans un temps à peu près 3000 ans, depuis 3000 ans à peu près? Alors, l'Égypte, elle avait une classe ouvrière, une main-d'œuvre très spécialisée et on avait des sciences pour le sujet. On a quelque chose de très important qui était dans le pays, c'est que chaque maire d'un village devrait surveiller les gens qui sont d'un grand niveau. Ça veut dire découvrir la main-d'œuvre spécialisée et découvrir les gens qui ont les talents. Et ces gens-là vont être toujours présentés par les maires pour les écoles d'art, pour développer leur niveau et avancer avec. Et d'ici que le fait que la qualité de l'être humain, c'est celle qui la ramène au plus haut niveau, a ramené que l'Égypte a pu faire une main-d'œuvre professionnelle. Et on avait les bijoutiers, les travailleurs de verre, et les messieurs qui travaillent dans la construction, ça veut dire comme les temples, et qui ont été très qualifiés. Et les secrets de bâtiments, les secrets qui ont été pour le bijoutier sont jusqu'aujourd'hui non connus. Mais à chaque découverte d'une tombe, comme à Saqqara, comme celle qui a été faite par la faculté des monuments de l'Égypte, voilà, avec tous ces grands messieurs de l'Égypte, ces belles découvertes, on découvre les outils de travail et on trouve de plus en plus comment on a pu atteindre à faire ces détails à cette époque. On a encore quelque chose malheureusement, Simon Sayer, notre temps vient à terme. Merci à vous pour votre participation à notre émission de ce matin qui est dédiée donc à cette journée très importante, celle du 4 novembre 1922, la date où Howard Carter a enfin découvert ce tombeau qu'il recherchait tellement, celui du roi enfant Toutankhamon. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Sama. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.